Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins cueillent quotidiennement des fraises sauvages en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Jean-Dany Lou et Antoine Ravon. À la lecture non répétitive des textes cette semaine, Georges Kless. À la réalisation kierkegaardienne, Olivier Guérin. Avec aujourd'hui à la prise de son suédoise, Jean-Michel Bernot. 10h47, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui Les rêves cybernétiques de Norbert Wiener, le dernier livre du philosophe Pierre Cassounogaz, publié au Seuil. Ingmar Bergman, suite et fin. Après l'heure du loup et Persona, lundi, Monica, mardi, les scènes de la vie conjugale et la flûte enchantée hier mercredi, c'est aujourd'hui en cueillant des fraises sauvages avec Fanny et Alexandre et en compagnie du philosophe Olivier Colli que nous allons passer la dernière heure de cette semaine bergmanienne en se demandant en quoi le cinéma de Bergman met en scène un concept cher au philosophe danois Kierkegaard, la répétition. L'amour de la répétition est en vérité le seul heureux. Tout comme le ressouvenir, il ne présente pas l'inquiétude de l'espoir ni l'angoisse de l'aventure et de la découverte, pas plus que la mélancolie du ressouvenir. Il a la sainte assurance de l'instant présent. L'espoir est un habit neuf, raide et serré, étincelant bien qu'on ne l'ait jamais porté et que par conséquent on ignore s'il vous va ou s'il vous siera. Le ressouvenir est un vieil habit qui, si beau soit-il, ne vous va plus, car vous avez grandi. La répétition est un habit inusable, qui vous tient comme il faut, tout en restant souple, sans vous étouffer ni ballonner. L'espoir est une ravissante jeune fille qui vous glisse entre les doigts. Le ressouvenir est une belle femme d'âge mûr qui pourtant n'a jamais fait votre affaire quand il le fallait. La répétition est une épouse adorée qui ne vous lasse jamais, car seule la nouveauté est lassante. On ne se lasse jamais de l'ancien, et sa possession ne peut que vous rendre heureux. Seul sera vraiment heureux celui qui ne se trahit pas en imaginant que la répétition devrait être quelque chose de nouveau, car il s'en lassera. Mais celui qui ne comprend pas que la vie est répétition, et qu'elle représente la beauté même de la vie, ne mérite pas mieux le sort qui l'attend, c'est-à-dire périr. Si cette répétition n'existait pas, que serait la vie, qui pourrait être un tableau sur lequel le temps ajoute à chaque instant une nouvelle ligne ou bien un témoignage écrit du passé. Peut-être étais-je quelque peu sentimental. Peut-être aussi étais-je fatigué et enclin à une mélancolique nostalgie. Il n'est pas exclu non plus que ces lieux tout sonores encore des échos de ma jeunesse n'aient évoqué des souvenirs de cette époque. Je ne sais comment cela est arrivé, mais la claire réalité du jour a glissé vers les images plus claires encore des souvenirs. Et ces images se présentèrent à mes yeux avec l'intensité d'événements réels. Sarah. Sarah. C'est moi, c'est ton cousin, Isaac. Oui. J'ai un peu vieilli, c'est bien évident. Et j'ai certainement changé aussi. Mais toi, tu es tel que je t'ai toujours connu. Tu n'as pas changé. Bonjour Olivier Colli. Bonjour. Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Mise en scène de la répétition, Bergman, Dreyer, Ibsen et Strindberg, publié aux éditions L'Harmattan. C'est donc avec vous que nous allons terminer cette semaine consacrée à Bergman. Lorsque Kierkegaard, dans le texte que nous venons d'entendre, affirme que l'amour de la répétition est en vérité le seul heureux,
Veut-il dire que, tel le personnage principal du film Les Frères Sauvages, Isaac, il faudrait essayer de revisiter sa mémoire et faire en sorte que ses souvenirs aient la même intensité que l'expérience présente? La répétition est liée à la mémoire. Le texte qui vient d'être lu met l'accent sur une vieille parole biblique, c'est que la répétition est la plénitude du temps. Et le temps inusable, c'est-à-dire le présent qui se renouvelle en permanence et par conséquent qui nous permet à notre existence de se dérouler sans être justement trop indexé sur le passé, sans être trop nostalgique ni mélancolique, ni aussi de vivre à partir d'espoirs fous, c'est-à-dire de rêver d'une existence à partir de chimères, ce qui relèverait plutôt de la sphère esthétique. Donc la répétition au sens plein et fort du terme, c'est la vieille parole biblique, la plénitude du temps. Alors pour introduire justement au propos des fraises sauvages, d'emblée il y a quelque chose qui nous frappe dans ce film, c'est que la répétition, si elle a lieu, elle est indexée en quelque sorte sur le souvenir, c'est-à-dire c'est une forme d'anamnèse. Et de fait, le film nous ferait plutôt penser à une réminiscence proustienne, ou si on va plus loin dans le sens où justement Kierkegaard, dès l'introduction à la répétition, cherche à fixer le concept, se déroule dans la catégorie de l'anamnèse plutôt platonicienne, par opposition à la répétition, qui est un concept que Kierkegaard veut introduire en faisant référence à la langue danoise, répétition voulant dire reprise. Selon les traductions d'ailleurs, c'est voilà. Alors il y a des petites querelles à propos, voilà. Alors sur le mot, mais c'est vrai qu'en danois le terme signifierait littéralement reprendre. Et pour Kierkegaard, reprendre, ça veut dire qu'il y a au préalable une rupture. La répétition ne s'inscrit pas dans la continuité, mais au contraire dans la décision de rompre pour pouvoir justement vivre à un autre niveau cette plénitude de la vie et du temps. Alors maintenant, dans le texte en particulier qui était lu et qui était très intéressant, on s'aperçoit justement que la vie présente un caractère d'une synthèse des temps du temps. Vivre dans le présent plein, c'est vivre l'avenir qui est là, c'est vivre le passé dans le présent. Donc la plénitude du temps, c'est la répétition. Dans Les Fraises Sauvages, que voit-on? Au contraire, on voit une fantastique glissade, presque un travelling temporel du personnage principal, Isaac Borg, justement, vers ce passé. À partir de la fameuse clairière, il se met à revivre, à revisiter en quelque sorte les paysages et les allées de son enfance, qui me paraît, à mon sens, plus proustien, quelque sorte, que bergmanien. Là, ce qui serait intéressant de peut-être faire une petite remarque, c'est qu'en Suède, il y a eu en particulier un courant Bergson extrêmement fort dans les années 1900. Bergson était connu notamment par Nathan Söderblom, qui était l'évêque d'Uppsala, et que connaissait très bien son père, que devait connaître par ailleurs Bergman. Donc il y a tout un courant de la pensée française et suédoise, en fait, qui connaissait très bien ce courant, si vous voulez, du bergsonisme et cette idée que le passé, c'est quelque chose qui peut revenir, c'est quelque chose qui est présent et non pas simplement un présent qui n'est plus. Donc, à partir de là, si on peut poursuivre un petit peu l'analyse des Fraises Sauvages, on s'aperçoit déjà qu'il y a aussi une lecture qu'on pourrait faire presque analytique du terme. Le personnage principal, Isaac Borg, Bergman le dit dans Image notamment, c'est une contraction de son propre nom. ISB, Ingmar Bergman, en fait Isaac Borg. Et en fait, on joue un peu sur le mot is, en suédois c'est la glace, Borg c'est la forteresse, Isborg, c'est la forteresse de glace. Que voit-on en fait dans le film? Cette forteresse de glace, en fait, dès la première demi-heure, fondre. Quelque sorte. À partir de la rencontre, il se décide d'aller fêter son jubilé à Lund, mais en fait, au cours du voyage, il va faire plusieurs rencontres et petit à petit, en fait, il va se mettre à revisiter justement, de manière plus ou moins mélancolique, ce passé. Sommes-nous dans la répétition à ce moment-là ou dans l'anamnèse? Telle est la question. Telle est la question, et pour essayer d'en comprendre les enjeux, revenons sur ce que signifie la répétition, chez Kierkegaard en tout cas. Vous avez dit c'est une manière presque de sortir hors du temps, d'être dans une forme de présent qui ressaisit le passé et l'avenir. C'est ce qui est montré dès le début du film, lors du rêve d'Isaac, qui rêve qu'il va regarder sa montre, celle-ci n'a plus d'aiguille. Il regarde une horloge dans la rue qui n'a plus d'aiguille non plus. Et il se tourne, un homme est derrière lui qui est un homme sans visage. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'identité. Il est suspendu hors du temps. Et pour autant, il est bien loin de ce que décrit Kierkegaard comme étant une vie heureuse qui serait celle de la répétition. C'est plutôt angoissant dans ce cas. Bien sûr, c'est même la mort à la fin du rêve, c'est la mort qu'il saisit. Parce que quand le corbillard s'ouvre et que son visage, en fait, son cadavre le saisit lui-même, il est saisi par la mort et ce retour, justement, où le temps n'existe plus. Alors, on peut faire une petite réflexion à ce sujet. Effectivement, Kierkegaard dit qu'il, presque du manière que Heidegger reprendra sans le dire, c'est qu'en fait, nous vivons selon deux régimes de temps, de temporalité. Il y a la temporalité, effectivement, qui est indexée sur le présent,
l'instant plus exactement, et on définit le futur comme ce qui n'est pas encore et le passé comme ce qui n'est plus, donc comme deux formes de néant articulées autour de cet instant, et cette temporalité pleine justement, où en fait le présent, le futur peut être et le passé peut être. Donc il y a deux formes d'être autour de ce présent qui les rassemblent. Donc deux temporalités, donc qui vont être centrées autour de la nouvelle notion d'existence. Là aussi Heidegger s'en souviendra, c'est-à-dire le regard vers l'avant, la projection vers l'avant. Et quand Kierkegaard va définir la répétition, il va l'opposer à partir d'une théorie des deux mémoires, en quelque sorte. Il y a d'une part la mémoire platonicienne, l'anamnèse, qui est tournée vers un passé plutôt essentialisé, les idées. Et il y a cette mémoire progressive, en quelque sorte, qui est un vrai paradoxe, qui est la répétition, qui permet à l'existant, justement, de temporaliser le temps, le présent, à partir de l'avenir. C'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est-à-dire que la répétition ne doit pas conduire à une sortie hors du temps, mais à une ressaisie du temps vécu. Exactement. C'est le paradoxe, c'est le faire coïncider l'instant vécu avec une temporalité large. Au sens plein du terme, le concept de répétition, c'est l'éternité dans le temps. Ce que montrait bien le rêve initial d'Isaac, d'ailleurs. Exactement. Tous ces temps derniers, j'ai fait souvent des rêves d'une étrangeté surprenante et à certains égards comiques. Qu'ont-ils de comique? J'ai l'impression que je veux me dire une chose que je me refuse à entendre quand je suis éveillé. Et quelle est cette chose? Je suis mort, bien que je sois vivant. C'est fou ce que vous vous ressemblez tous les deux. Ewald et toi. Oui, tu l'as déjà dit. Est-ce que tu sais qu'Ewald m'a déclaré la même chose? À mon sujet, je le crois très volontiers. Non, en parlant de lui. Oh, mais il n'a que 38 ans. Tu sais que je ne veux pas d'enfant. Tu sais aussi qu'il te faudra choisir entre cet enfant et moi. Tu en es là, Ewald. Oh, il est inutile de me plaindre. Il est déjà absurde de vivre, mais il est encore plus absurde de repeupler la terre en croyant que nos enfants auront la chance d'être plus heureux. Moi, je dis que ce sont les prétextes. Appelle ça comme tu voudras. Quand je suis venu au monde, je n'ai pas été le bienvenu dans un ménage qui donnait un avant-goût de l'enfer. Mon père n'était pas sûr que j'étais son fils. Tout cela est fort touchant, mais ne saurait excuser ton lamentable manque de courage. Je dois être à l'hôpital à 3 heures. Je n'ai ni le temps ni l'envie de continuer cette discussion. Tu es un lâche. Oui, c'est vrai. Cette chienne de vie me donne la nausée. Et je ne veux pas prendre une responsabilité qui me force à vivre un jour de plus que je ne le veux. Tu le sais. Et ce n'est pas une sorte d'obsession maladive, ainsi que tu l'as cru au commencement. Je suis certaine que tu as tort. Ça ne veut rien dire avoir tort ou raison. Chacun agit selon ses besoins. On t'enseigne ça dans les classes enfantines. Et quels sont nos besoins? Toi, tu as un besoin infernal d'être vivante, de vivre, d'exister dans la vie, de créer de la vie. Ah oui, et toi? Moi, j'ai besoin d'être mort, immobile, pour l'éternité. Olivier Colli, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la répétition chez Kierkegaard n'est pas naturelle, elle est le résultat d'un choix. C'est-à-dire qu'il y a proprement parlé un choix à faire, c'est central dans la pensée de Kierkegaard. Vous avez parlé tout à l'heure du stade esthétique, du stade éthique. L'homme doit choisir de passer d'un stade à l'autre, qui même est le stade ultime étant le stade religieux. Dans l'extrait que l'on vient d'entendre, donc Isaac parlait à sa bru, qui comparait Isaac, le personnage principal, à son propre fils. Le fils, on l'entend bien dire cette phrase assez forte, il dit je ne veux pas prendre une responsabilité, c'est-à-dire avoir un enfant qui me force à rester en vie un jour de plus. Il dit qu'il est mieux mort immobile. Il refuse de choisir. En cela, oui. Il est complètement anti-kierkegaardien. Oui. Il est à ce stade, à mon sens, c'est une interprétation qui va pouvoir être discutée, pris dans le glacis de Lisborg, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, le personnage, justement, sa femme qui apparaît justement monolithique, très raide, froide, etc., qui annonce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et qui va annoncer au contraire qu'elle en aura à la fin, tout semble pris, en fait, dans ce glacis. Et petit à petit, on voit les choses, justement, se défaire, se déliter. Et il y a une chose qui... se fondre et prendre une allure retrouver la forme de la vie, en fait. Alors, et non pas de la mort, parce que déliter, c'est vraiment ça veut dire que le cadavre, là, on voit les choses petit à petit se mettre en place. Il y a plusieurs étapes. Donc, il y a la rencontre de ce couple après l'accident de voiture. Il y a la rencontre des deux jeunes autour de la jeune femme qui s'appelle Sarah. C'est pas par hasard, sachant que le personnage principal s'appelle Isaac. Et on retrouve une constellation en fait privilégiée du scénario de la répétition, qui en fait dans Crainte des tremblements, la mise en scène avec Abraham, Isaac
et le couteau qui va se lever sur la gorge d'Isaac, l'ange qui vient retenir le couteau, selon le tableau que regarde Bergman. Et c'est ça le véritable scénario de la répétition au sens religieux du terme, comme le dit Kierkegaard, parce que c'est le fait que je croirais, enfin qu'Abraham plus exactement croyait, envers toute nécessité, contre toute nature, que Dieu ne lui demanderait pas de sacrifier ce fils qui s'appelle Isaac. Et Isaac est un nom récurrent dans tous les films de Bergman. On va retrouver ses mises en scène dans Fanny Alexandre. On retrouve aussi avec le prénom de la psychiatre dans Persona, Jenny Saxon. Toujours dans le rite, le juge qui va juger les 3 artistes s'appelle le juge Abrahamson. Donc c'est lui qui s'apprête à juger, à porter la sentence finale. Donc à chaque fois, dans cette mise en scène de la répétition, on retrouve cette scène qui a fasciné aussi bien Kierkegaard enfant, puisqu'il raconte qu'il avait des petites cartes à jouer, avec cette scène qui l'effrayait, voyant le père tout d'un coup lever le couteau sur la gorge de son fils. Bergman raconte la même histoire à propos du tableau qui en est le salon de ses parents, si je ne me trompe, en disant, l'enfant se demande angoissé, est-ce que véritablement l'ange va arriver à retenir le bras du père ? Et sachant qu'après, on voit l'extrapolation, ça va peut-être nous mener à Fanny Alexandre, au moins dans l'imaginaire, c'est qu'en fond, on tue un enfant, on tue l'art, et on tue l'artiste. Et comment, à partir d'un certain moment, le scénario va s'inverser, c'est-à-dire comment l'art va devenir le juge du juge, et devenir peut-être un juge beaucoup plus cruel que son censeur. Wie le komma fram hit till bordet, Alexander. Serais-tu d'accord pour prêter serment sur les livres saints? Naturellement. Faire un faux serment est un péché mortel, Alexandre. Cela a un nom, le parjure, et cela mérite une punition. Je sais. Mets la main gauche sur la Bible et répète après moi. Moi, Alexandre Egdal. Moi, Alexandre Egdal. Je jure de par le livre saint et de par le Dieu vivant. Je jure de par le livre saint et de par le Dieu vivant. Que tout ce que j'ai dit, ce que je dis ou ce que je dirai. Que tout ce que j'ai dit, ce que je dis ou ce que je dirai. Et la vérité, rien que la vérité. Et la vérité, rien que la vérité. Alexandre, mon garçon. Toi et moi, tu t'en souviens, nous avons eu une conversation, une très importante conversation, il y a environ 1 an, sur le mensonge et la vérité. Ce n'était pas du tout une conversation. Que veux-tu dire? L'évêque parlait et Alexandre se taisait. Et il se taisait peut-être parce qu'il avait honte de ses mensonges. Je n'ai plus honte aujourd'hui, j'ai changé. Veux-tu dire que tu es un meilleur menteur? Si vous voulez, oui. Alexandre, mon garçon. Crois-tu que cet état de choses pourrait durer longtemps? Crois-tu que tu pourras longtemps salir, piétiner, souiller l'honneur d'un homme en toute impunité? Je crois que l'évêque déteste Alexandre. Voilà ce que je crois. Le 29 avril 1970. Maintenant, père est mort. J'ai du mal à m'expliquer quels étaient mes sentiments quand j'ai vu son visage. Il était parfaitement méconnaissable. Il me rappelait surtout le visage des gens morts en camp de concentration. Un visage de la mort. Bergman, aujourd'hui, ne va pas fort, malgré la lumière aimable sur la mer. Envie que quelque chose me touche enfin, que je reçoive la grâce. Au lieu de visage, nous a-t-on donné des masques à porter ? Au lieu de sentiments, nous a-t-on inculqué l'hystérie ? Au lieu de tendresse et de pardon, nous a-t-on abreuvé de honte et de culpabilité ? Pourquoi a-t-on fait de mon frère un infirme ? Pourquoi ma sœur a-t-elle été réduite à un cri ? Pourquoi ai-je vécu avec une blessure toujours infectée, qui ne s'est jamais refermée et qui me transperçait tout entier ? Je ne veux pas mesurer à qui la faute. Je ne viens réclamer nulle dette, je ne suis pas un huissier. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi, derrière cette fragile façade de prestige social, nous avons vécu une aussi effroyable misère.
extrait de Fanny Alexandre, un film qui date de 82. Les Fraises Sauvages, c'était 57, je ne l'ai pas signalé, où on entend un évêque luthérien punir le jeune Alexandre, qui est comme une image du Bergman lui-même jeune, en lui reprochant de ne pas dire la vérité. Il va le punir de manière extrêmement sévère. C'est un film qui fait écho de manière directe à la vie de Bergman, telle qu'il la relate dans sa biographie, l'Internat Magica, dont j'ai lu un extrait où il raconte le rapport avec son père extrêmement sévère. Celui-ci étant mort, il parle de lui-même à la troisième personne, tout comme Alexandre dans le film qui dit « Alexandre a peur de l'évêque », il dit « Bergman ne se sent pas très bien aujourd'hui ». Si bien qu'en réalité, est-ce que la vraie répétition chez Bergman n'est pas celle de sa propre vie au sein du cinéma, tout simplement, et tout aussi... Enfin, je veux dire tout simplement, mais c'est ce qu'il y a de fondamental chez lui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de thèses qui ont insisté sur l'idée de la construction de la subjectivité, justement, à travers les films et à travers les œuvres d'art, la mise en scène. C'est une idée parfaitement kierkegaardienne. Parce que Kierkegaard, lui aussi, n'a eu de cesse, d'une certaine manière, de te mettre en scène et à distance. Dit-il à certains moments, je ne suis que le secrétaire de mes écrits. Mais c'est une idée, en fait, qui est très ancienne, de cette manière. Et c'est pour ça que dans le Nord, on va retrouver un lien fondamental, justement, entre cette idée de répétition et le théâtre. Notamment, après, aussi bien chez Ibsen que chez Strindberg, que chez Dreyer, etc. Donc dans le monologue, parce que c'est un monologue. Oui, il dit dans lui-même la que scène, c'est pas une conversation. Alexandre dit très bien, il n'y a pas du tout de dialogue, tu parles tout seul. Ce qui va être intéressant, peut-être une lecture philosophique presque en mettant l'accent sur la parfaite tautologie de la loi morale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la parole parfaitement autocratique et qui est parfaitement symbolisée par le moment où Alexandre répond « Dis-moi Alexandre, pourquoi ment-on ?» Et Alexandre répond d'une manière parfaitement tautologique parce qu'on ne dit pas la vérité. Donc il fait en quelque sorte, il répond en écho en faisant une contraposition dans la phrase, mais il dit exactement la même chose. Donc il se fait en quelque sorte le miroir de cette parole, qui est un miroir vide elle-même. Donc il y a un reflet, un écho, qui se termine en fait par la pure violence, c'est-à-dire l'administration de la punition. Il n'y a pas de dialogue et en fait on reste sur place. Alexandre regarde l'évêque, qui regarde Alexandre. Ils n'ont aucun échange, aucun dialogue. Miroir vide. Alors s'il y a cette espèce effectivement de loi qui s'énonce, en quelque sorte, mais sans mordre en quelque sorte sur l'existence. Et après, vous savez, ce qui avait déclenché cette réflexion, cette punition de l'évêque, c'était le fait que Alexandre avait raconté plus exactement à ses amis à l'école que ses parents avaient décidé de le vendre à un cirque forain. Alors, là aussi, réaction viscérale et des institutions, il raconte. En plus, c'est un épisode vécu qu'on le traîne évidemment dans les institutions administratives de l'école, les psychologues, les médecins, bref. Le mensonge est intolérable. Derrière, évidemment, c'est l'imaginaire qu'on punit. C'est très clair. C'est l'imaginaire avec justement ce qu'on va retrouver, ce que vous avez lu dès le départ, c'est-à-dire que l'idée qu'on peut en fait parcourir la réalité dans tous les sens. C'est-à-dire que la réalité, c'est l'idée d'une irréversibilité des relations, alors que l'imaginaire peut parcourir justement cette réalité dans la perception des images qu'on a dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens unique, tout devient possible. D'ailleurs, c'est pour ça que Bergman cite beaucoup cette petite incise de Strindberg qui était dans le prologue de Un songe. Le temps et l'espace n'existent pas. Tout est possible. Alter möglich. Et c'est ça qui est très intéressant. La réalité, c'est l'intransitivité des relations et surtout la flèche unique du temps, l'irréversibilité des relations logiques, l'avant, l'après, etc. L'imaginaire transgresse ça et c'est de ça dont est coupable Alexandre. Précisément, vous prononcez le terme de coupable. Est-ce qu'on ne peut pas faire une lecture de ce film et du cinéma de Bergman en général comme étant une manière peut-être de se détourner de la réalité dans l'imaginaire, puisque dans l'imaginaire, tout est possible, mais aussi comme une façon, une alternative, pour reprendre un terme qui est cher à Kierkegaard, à la morale. C'est-à-dire que la morale qui est dénoncée dans ce film parce qu'elle est exercée et énoncée justement par quelqu'un d'extrêmement sévère, eh bien cette morale-là, elle disparaît au sein du cinéma. Le cinéma de Bergman est tout sauf moral ou immoral, il est amoral. Enfin, le conflit dure longtemps. C'est-à-dire qu'il dit lui-même que la question de Dieu, il la règle avec la fameuse trilogie, les communions, etc. Mais on voit très bien que jusqu'au bout, cette question va rester omniprésente, non seulement à travers cette question effectivement de Dieu et de ses représentants, mais après à travers la question récurrente de ce qu'il appelle l'analphabétisme de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme moderne, ne sait plus se lire elle-même. Elle est incapable de déchiffrer le texte. C'est ce que dit le personnage de Johann dans les scènes de la vie conjugale. Nous sommes des analphabètes. Comment déchiffrer le texte de ses émotions, de ses désirs. Ce qui est très intéressant, c'est que les premières victimes de cet analphabétisme sont les spécialistes d'affaires de l'âme eux-mêmes. Jenny Saxon dans Face à Face, dans De la vie des marionnettes, c'est le psychiatre Morgan Stenson
qui donne comme conseil, va boire un cognac, ça ira mieux après. Donc, les premiers à être intéressés, qui devraient être intéressés par ce syndrome de l'analphabétisme, en fait, en sont les premières victimes. Et donc, on voit très bien comment Jenny, justement, Isaacson, elle va régresser complètement, va se retrouver dans ce face-à-face avec Maria, qui est la schizophrène, sans visage, et qui est presque une chair à vif et informe. Et tout le problème est là, c'est-à-dire que notre intériorité est devenue identique en fait à cette masse amorphe, informelle, que nous ne savons plus ni lire, ni épeler, dont nous n'avons plus la grammaire. Et c'est très luthérien. C'est très luthérien et c'est aussi proprement esthétique au sens fort du terme, c'est-à-dire que par le cinéma, dans l'univers que Bergman crée au cinéma et au théâtre derrière, dans ce petit monde imaginaire et tout aussi réel que ses souvenirs, il substitue à la question de la vérité et du mensonge que l'évêque accuse Alexandre d'avoir menti, celle de la culpabilité peut-être et de l'innocence, c'est-à-dire que bien sûr il y a la question de la religion, mais c'est le problème de la culpabilité qui le hante, c'est ce qu'il dit dans le texte que j'ai lu, plus que celui de la vérité et du mensonge. Il résout le problème du mensonge à partir du moment où il fait du cinéma, où il crée. C'est plus ça qui est en jeu. Si immoral il y a, c'est celle du fardeau de la culpabilité plutôt. Oui. Si on lit les textes autobiographiques à ce sujet, notamment La Terna Magica, on s'aperçoit que quand il parle de son enfance, abstraction faite de ce rapport aux autorités morales et religieuses, on a l'impression que son esprit fonctionne comme déjà une caméra. Il raconte très bien comme il était tapis la chambre de sa grand-mère, derrière une fente, les rideaux. Il dit très bien, je regardais les rayons de lumière cheminer sur les tapisseries. Là, il n'y a pas de rapport du tout à la loi. C'est l'œil qui déjà fonctionne comme une caméra. Il dit à un certain moment, après, j'ai eu une caméra, ça a été le moment qui m'a sauvé justement parce que le conflit avec les parents est devenu. Mais l'esprit de l'enfant fonctionne déjà de cette manière quasi visionnaire. Et ça, ce qui m'a intéressé aussi beaucoup, et notamment en Suède, c'est le lien en fait avec cette tradition visionnaire et mystique qui remonte à Swedenborg. Parce que du voyant au visionnaire ou à celui dont l'imagination ou la perception est hantée par la perception, Strindberg par exemple, il n'y a qu'un pas. Et il y a toute une tradition de cette aussi bien esthétique que littéraire justement, où l'imaginaire justement prend le pas, mord sur le réel. Et après, quitte à engendrer des conflits, Strindberg sait très bien, en souffrait, mais en même temps ne pouvait pas vivre autrement qu'à travers ce fantastique mélange détonnant d'imaginaire et de réel. On sait à quel prix. Bergman le dit, mais chez lui, il y a beaucoup plus de spontanéité, de fraîcheur native. On voit très bien que son œil fonctionne comme ça, que sa sensibilité est accordée justement aux moindres différences, aux moindres contrastes. Nous, les Ekdal, nous ne sommes pas venus au monde pour en déchiffrer les secrets, loin de là. Car nous n'avons pas la formation qu'il faut pour nous lancer dans ce genre d'exercice. Il vaut mieux laisser en paix les idées fumeuses et prétentieuses. Vivons dans ce qui est à notre taille, dans notre petit monde, et acceptons-le tel qu'il est. Chérissons-le, aimons-le. Tirons-en le meilleur parti. Voilà soudain que la mort s'abat sur nous. Voilà que l'abîme s'ouvre à nos pieds. Voilà soudain que la tempête et les catastrophes nous accablent. Cela, nous le savons très bien. Mais nous refusons de nous attarder à penser à ces choses peu plaisantes. Nous, les Ekdal, nous aimons nos paravents, nos illusions. Priver un homme de son armure d'illusion, et le voici qui devient fou, qui est son prochain, qui meurt de chagrin. Comprendre, tout le problème est là. Il faut comprendre les gens. Autrement, nous n'oserons jamais les aimer, et encore moins en dire du mal. Il faut aussi comprendre la réalité, comprendre le monde, afin qu'en toute bonne conscience, nous puissions le critiquer et déplorer son absurde monotonie. Pas de tristesse, mes chers et très grands artistes. Acteurs et actrices, nous avons besoin de vous, un sacré besoin de vous. Car c'est vous qui nourrissez de merveilleux notre imagination. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Répète ce que tu dis, 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 répète ce que tu dis. J'éprouve certaines délectations dans la répétition. Répète ce que tu dis,
Je pourrais passer ma vie penché sur les mailles d'un tissu, les brins d'une herbe, les tuiles d'un toit, les crins d'une barbe, les fibres d'un bois, les poids d'une nappe, les étoiles d'une constellation me causent. La délectation de la répétition, c'est le sujet du jour à l'occasion de cette 4e et dernière émission consacrée à Bergman. J'ai le plaisir de recevoir le philosophe Olivier Colli, auteur de Mise en scène de la répétition Bergman, Dreyer, Ibsen, Strindberg. Et nous parlons aujourd'hui des rapports entre Kierkegaard et Bergman, à partir notamment des Fraises sauvages et de Fanny Alexandre. Ce que tu viens de dire, peux-tu bien répéter? Ce que tu viens de dire, peux-tu bien répéter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si ce ressassement me ravit, serait-ce à votre avis qu'il me berce ou exactement l'inverse, me renverse et convie le coup de mes vers? Olivier Colli, nous avons dit que la répétition chez Kierkegaard était l'objet d'un choix, ça devait être une décision mûrement réfléchie et qu'on essaie de mettre en œuvre ensuite. Dans l'extrait de Fanny Alexandre qu'on a entendu juste avant, on entendait le discours de Gustave Adolphe lors d'une réunion de famille finale pour fêter l'arrivée de son enfant avec la bonne de la famille. Il s'adresse à sa famille comme s'il s'adressait à une troupe d'acteurs. Chez Bergman, c'est toujours un peu la même chose. Nous avons tous un masque que nous ne pouvons pas enlever. Et il leur dit: essayons de chérir ce monde au lieu de déplorer son absurde monotonie. Jusqu'à quel point peut-on décider de chérir le monde? Déjà, est-ce que c'est le cas chez Kierkegaard? Faut-il chérir ce monde? Est-ce que, en dernière analyse, finalement, l'intérêt, le but n'est pas de dépasser ce monde-là, le monde de l'existence ordinaire? Et deuxièmement, est-ce qu'il suffit de vouloir le faire pour y parvenir? Dans auquel cas, ce serait une résignation et non plus une acceptation de la répétition. Chez Kierkegaard, c'est une affaire plutôt difficile parce que tout l'art, c'est d'être dans le monde hors du monde. Donc c'est ça exister. Il ne s'agit pas de fuir dans un arrière-monde, comme le dirait Nietzsche, mais vivre justement un peu comme le chevalier de la foi, en vertu de ce qui nous arrache en permanence au monde. C'est pour ça que cette image du chevalier de la foi, on peut faire le petit parallèle avec... Peut-être rappeler juste que c'est rapidement pour ceux qui ne... le chevalier de la foi, en fait, est un personnage extraordinaire parce qu'il est totalement ordinaire. C'est le bourgeois endimanché qui se promène à Copenhague, que personne ne remarque, il est totalement incognito. Vous parlez d'un personnage chez Kierkegaard et pas chez Bergman. Oui, mais je précise bien. C'est le chevalier de la foi. C'est-à-dire qu'il est tellement extraordinaire qu'en fait, il ne fait rien d'extraordinaire du tout. Au contraire, sa vie apparaît totalement analogue à celle des autres hommes qui se promènent le dimanche, tout endimanché à Copenhague. Sauf que sa vie se produit en vertu de la répétition, c'est-à-dire de ce qu'il arrache à ce monde, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il redécide de vivre, d'exister en fonction d'une rupture avec ce quotidien, ce monde dont il est, sans y être. Et ça, c'est le miracle en quelque sorte de la foi. Parce que la foi, justement, c'est ce qui nous permet de retrouver cette vie, enfin l'immanence en quelque sorte, c'est ce qui nous permet de retrouver cette vie en fonction, en vertu de ce qui nous y arrache et nous permet de faire face au Christ, puisque c'est lui qui, quand même, nous permet en dernière instance de nous qualifier en tant qu'individu existant pour Kierkegaard. Il ne s'agit pas de fuir, en fait. Toute la difficulté est là. Au contraire, il s'agit véritablement d'exister. C'est bien pas pour rien qu'on dit que Kierkegaard est le penseur de l'existence. Et exister, c'est exister dans ce monde. Maintenant, il faut exister dans ce monde, mais non pas en vertu de lui ou à partir de lui et se laisser dicter ses fins par lui. D'où le paradoxe. Et le vivre devient à partir de là le plus difficile des paradoxes, puisqu'à chaque instant, il faut refaire en quelque sorte ce choix et cette rupture. Donc, la continuité en apparence, la discontinuité au fond. Est-ce que c'est ce que vous entendez dans le discours de Gustave Adolphe qu'on a entendu juste avant, cet appel à chérir le monde malgré Non, sa parce monotonie? que là, il se situerait plutôt dans ce que Kierkegaard... Voilà, c'est plutôt la sphère esthétique. Mais pour Kierkegaard, elle existe, cette sphère. Quand il parle de la fameuse dialectique des stades, la sphère esthétique, qui est la sphère, disons, à la fois la plus commune, inférieure au sens strict, bien que chez lui, c'est très difficile de faire une hiérarchie de ce type. C'est justement la décision, la décision de ne pas décider, c'est-à-dire d'embrasser les fins de ce monde et de se laisser guider par ses désirs, ses émotions, ses passions. Il y a quand même une décision dans ce qu'on vient d'entendre. Là, il y a une décision. Vous êtes un peu dur avec lui, c'est pas seulement le Non, je parle de Kierkegaard. Non, là, c'est plus compliqué parce que, d'une certaine manière, il y a un compromis qui se fait entre la morale et l'art.
Mais chez Bergman, je crois qu'aussi on a une recherche permanente de la résolution de ce conflit qui était posé par l'éthique luthérienne, je sors un peu de Kierkegaard, et l'art, pour une raison très simple, surtout dans le monde du protestantisme, il y a eu une véritable guerre contre l'image et contre l'imaginaire. Et c'est très important. Autant le catholicisme donc a adoré, a aimé l'image et a continué à le faire, autant dans le protestantisme, il y avait eu un véritable conflit dès l'origine qui s'est traduit par des destructions de monastères, de statues, de peintures, etc. Donc ce courant iconoclaste contre l'image, il est resté très vivace. Et chez Bergman, on le voit très bien, donc comme chez d'autres. Laisser exprimer son imaginaire, faire preuve d'imagination, c'est forcément rentrer en conflit avec une morale qui dit que de toute manière, être une âme justifiée devant Dieu, c'est avant tout travailler, et travailler à son propre salut. On est vraiment dans le luthéranisme le plus accompli, mais qui existe aussi bien en Scandinavie qu'aux États-Unis, dans les sphères les plus religieuses, etc. Faire son travail, c'est véritablement œuvrer à son salut. Donc à partir de là, tous ceux qui sont en dehors de cette mission, de cette vocation, vous oubliez qu'en allemand, Beruf, le métier, c'est être appelé. C'est le métier et la vocation. Voilà, c'est quand même très très profond. Donc, à partir de là, choisir les métiers transversaux, plus ou moins les vocations transversales de l'art, de l'imaginaire, etc., c'est tomber dans ce biais et surtout dans le risque de le couper de cette condamnation. Et chez Bergman, on voit très bien l'ambiguïté, parce qu'il s'interroge toujours pour savoir si l'artiste, au fond, il a une vocation supérieure face à la vérité, ou bien si ce n'est qu'un forain saltimbanque. Et c'est pour ça que les films La Nuit des forains, par exemple, sont très intéressants, parce qu'ils portent présent de cette interrogation. Est-ce que vraiment l'artiste peut dire quelque chose qui a du sens, face à une morale qui dit que de toute manière, on est plutôt dans la moralité, ou bien au contraire, n'est-il qu'un amuseur public, tombe-t-il sur la catégorie du divertissement? Et il va aller si loin qu'il va faire un texte assez célèbre. La préface à Persona, si je ne me trompe, qui s'appelle La peau de serpent, dans lequel il dit lui-même que l'art, justement, la tendance de l'art moderne, on en a parlé l'année dernière, voilà, c'est de produire des signes, mais en quête de sens. Et c'est le problème de La peau de serpent. L'art a l'air bien vivant, mais au fond, est-ce que véritablement il échoue dans sa mission, dans sa vocation profonde, c'est-à-dire produire autre chose que des signes à profusion, d'être dans l'hyper-production, etc. Et ça, cette question, si vous voulez, c'est une manière de résoudre le conflit, si vous voulez, en disant jusqu'à est-ce que l'art peut véritablement se justifier devant lui-même? Ou bien sinon, il tombe dans la catégorie du divertissant. En créant et en proposant cette réflexion-là, est-ce que Bergman ne joue pas finalement d'une pierre deux coups, si j'ose dire? C'est que d'un côté, il montre la vanité de l'existence humaine, d'un monde sans Dieu et sans morale, donc qui n'est plus justifié par rien, l'absurdité de la vie humaine. Tout à fait. Et en même temps, l'absurdité tout aussi injustifiable de la création. C'est-à-dire qu'il me semble que Bergman arrive à évacuer la question du sens en créant et donc en mettant au même niveau la création et la réalité. Il n'y a aucun sens à distinguer les deux chez Bergman. Je veux dire, lui par excellence, et montre que la fiction n'est pas de l'ordre de l'illusion, quand la vie serait de l'ordre de la réalité, puisqu'il se sert de ses propres souvenirs, puisqu'il a une relation incestueuse à son propre art, y compris avec les actrices qu'il fait jouer. Finalement, ce qu'il montre, c'est un double message deux moyens de dire la même chose, à savoir le monde dans lequel nous vivons n'a aucun sens, la vie n'a aucun sens, c'est pas une bonne raison pour ne pas créer. C'est la question, au fond, de savoir si l'art peut sauver. Alors la réponse est non, mais il y a un art qu'on a oublié, c'est la musique. C'est peut-être le seul art, justement, ça peut être très schopenhauerien, sa manière, c'est de dire c'est le seul rayon de lumière dans les ténèbres. Et effectivement, très souvent, dans ces réflexions sur l'art, ou les arts, notamment plastiques, dramaturgiques, etc., on s'aperçoit qu'il y en a un qui fait exception. Puisqu'il sort du régime de l'ambiguïté de l'acteur, en fait, c'est l'art. C'est la musique, excusez-moi. C'est la musique, comme c'est la musique, parce que véritable, ouais. Voilà. Parce que, apparemment, c'est elle qui apporte la parole, elle est le langage au-dessus du langage, et surtout, elle est presque au sens mystique du terme, la lumière qui fait la trouée dans les ténèbres. Alors effectivement, c'est comme vous le disiez à l'instant, il n'y a plus de sens, peut-être que la musique, justement, c'est le sens qui, en définitive, illumine par instant l'existence. Il y a une scène qui est très amusante, c'est dans la honte où il se retrouve dans une île prison avec les damnés et cannibales. Je me trompe peut-être de film, c'est pas grave, vous me pardonnerez. Il y a un moment, les démons s'arrêtent, ils sont en fait affamés de vivre, ils passent leur temps à se dévorer les uns les autres, etc. Il y a un moment, tout s'arrête, parce qu'il y a un petit théâtre miniature dans lequel on joue la représentation de la flûte enchantée de Mozart.
Et à ce moment-là, ils arrêtent de se torturer, de faire souffrir mutuellement, et c'est un instant de grâce et d'apaisement. On dirait du Schopenhauer. Et c'est pour ça que très souvent ça revient. Et dans leur aussi, la musique, effectivement, représente quelque chose de plus. Et alors que les autres arts, notamment le théâtre, le cinéma, participent à tout ce qui est ambiguïté de l'acteur, c'est-à-dire le masque et le visage, le vrai, le faux, et la question du mensonge. Dans la musique, on ne triche pas. Dans la musique, on ne ment pas. Mais il y aura une autre question qui va revenir. Dans Sonate d'automne, on voit le problème. C'est la pianiste virtuose, Charlotte, qui a fait de sa vie un véritable désastre, qui a semé en quelque sorte autour d'elle un véritable désert humain, comme si là aussi la musique échouait quelque part. Elle n'arrive pas à transfigurer l'existence, même si par rapport à quelqu'un qui a des talents exceptionnels ou une virtuosité sans égale, elle peut parvenir à faire de sa vie autre chose. Mais visiblement, ça échoue sur l'essentiel, c'est-à-dire au plan humain. Et pourtant, d'après tout ce que vous dites, on pourrait concevoir que le geste créateur de Bergman est assez désespéré, puisqu'il fait le constat d'une vacuité de l'existence et qu'il montre que le cinéma finalement n'est un remède à rien, qu'il ne va pas apporter un surcroît de sens. Celui-ci va peut-être se trouver du côté de la musique et c'est tout. Pourtant, les films, y compris ceux dont on parle aujourd'hui, que ce soit Les Fraises sauvages, Fanny et Alexandre, ou même hier Les scènes de la vie conjugale, ce ne sont pas des films qui sont nihilistes, ni même pessimistes. Il y a toujours une forme d'ouverture lumineuse. Vous parlez de lumière, c'est très important chez Bergman et pas seulement grâce à son chef opérateur. Une forme de lumière qui propose, alors peut-être est-ce exagéré, mais on peut le voir ainsi, une forme de réconciliation avec l'existence, dans une perspective assez camusienne en fait. Oui, le monde ne veut pas de moi, le monde est absurde, mais je peux y trouver une place. Il y a une manière presque de jouir de cette existence-là. Oui, sans compter qu'il y a toutes les comédies. On parle très très rarement comme si c'était la face un peu secondaire de son œuvre, mais Bergman a fait beaucoup de comédies. Les Fraises sauvages est un film très drôle, hein. On rit en le Voilà, regardant. mais enfin bon, c'est pas ce qui peut apparaître au premier plan. Les personnages caricaturaux sont assez amusants. Oui, mais je pense que c'est pas ce qui apparaîtrait forcément au premier plan à un spectateur contemporain. Voilà. Mais cela dit, c'est toutes ces comédies qui sont là, qu'on étudie rarement, enfin dont on parle rarement, au moins en France, et qui sont quand même bel et bien là. Bergman en a tourné un certain nombre quand même. Sans parler de son œuvre théâtrale, c'est quelqu'un qui véritablement, a aussi embrassé ce côté, nettement plus léger de l'existence humaine. À mon avis, c'est un peu comme Schopenhauer, qui est très pessimiste et qui est passionné, qui joue de la musique, etc., comme disait Nietzsche. Donc, est-ce que c'est vraiment un pessimiste ou pas? C'est quelqu'un qui, en tous les cas, qui a la passion de son art depuis la plus tendre enfance. Il le raconte lui-même, il le dit vraiment très très simplement, il l'écrit même remarquablement bien. Il y a des pages qui sont extraordinaires là-dessus. Mais qui est rentré en conflit avec une société austère, extrêmement rigide, et qui, à partir de là, a cherché à résoudre à sa manière ce conflit, quitte à presque qu'il se décline autrement, parce qu'il s'est très bien rendu compte que le problème religieux pose un certain nombre, effectivement. Enfin, le problème religieux est un problème qui a eu son importance, notamment dans les années 50-60, après la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'après, il y a le syndrome, justement, de cette dévastation de la moderne, qui là n'est plus religieuse. C'est le silence. Il y a le silence de Dieu, et après, il y a le silence de l'âme par rapport à elle-même. Nous ne sommes plus capables de nous parler. Nous ne sommes plus capables de nous entendre. Et effectivement, d'où le problème. Il y a certains pessimistes en ce qui concerne l'art. Est-ce que l'art, justement, peut être ce langage perdu? Et effectivement, toute la question est là. Mais je ne pense pas que Bergman soit désespéré, en tous les cas, par rapport à son art. Je pense que c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui a consacré, donné toute sa vie depuis son enfance à cela. Et en ce sens-là, c'est sûrement pas un pessimiste, mais c'est quelqu'un qui a très bien compris les problèmes de son temps, en tous les cas. Au moins à travers la société dans laquelle il a vécu. Que traversons-nous ensemble? Nous ne nous en sortirons pas. Oui, c'est vrai, j'ai de l'attention. J'en ai depuis qu'il m'a fallu passer par une période d'humiliation et d'avilissement. Les joues me brûlent et j'entends quelqu'un qui hurle. Mais peut-être est-ce moi? Merci beaucoup Olivier Colli d'être venu nous parler de Bergman et de Kierkegaard aujourd'hui. Non, c'est moi qui vous remercie. Eh bien, on aurait pu continuer à discuter pendant des heures, mais en attendant de le faire une prochaine fois peut-être, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, un excellent livre intitulé Mise en scène de la répétition, mise avec un S entre parenthèses, Bergman, Dreyer, Ibsen et Strindberg, publié aux éditions L'Harmattan. Je vois des visages qui ne me disent plus rien. Quand on me demande mon âge, je regarde mes mains.
Ma mémoire m'oublie. De tout ce que je suis, il ne reste pas grand-chose. Un peu d'ombre, un peu de suie, et le parfum d'une rose qui s'évapore dans la nuit. Ma mémoire m'oublie. Ma mémoire prend distance, à pas lents et sans remords. Elle m'isole dans mon enfance et me rapproche de la mort. Est-ce que tu m'aimeras encore si ma mémoire m'oublie? Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h47, encore 2 minutes papillon, c'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient nous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui du dernier livre du philosophe Pierre Cassou-Noguès. Et oui, un dernier livre consacré à Norbert Wiener. Ce livre s'intitule Les rêves cybernétiques de Norbert Wiener et il est paru aux éditions du Seuil. Le nom de Norbert Wiener n'évoque a priori pas grand-chose. Et pourtant, celui qui ressemblait à un gros Père Noël inoffensif, avec sa silhouette courte et ronde et sa barbiche, comme le décrivaient les journaux de l'époque, est le père de la cybernétique. Alors pour le présenter en quelques mots, Norbert Wiener était un voyageur infatigable, un penseur versatile, mathématicien et romancier, et il a inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous le terme de cybernétique, une nouvelle façon de conjuguer l'humain et la machine, une nouvelle façon de concevoir les processus de commande et de communication chez les êtres vivants et les machines. C'est donc la vie fantastique de cet inventeur génial, de ce savant un peu fou, que le philosophe Pierre Cassou-Noguès raconte dans cet ouvrage paru aux éditions du Seuil. À la fin de l'ouvrage, on trouve une courte fiction écrite par Norbert Wiener lui-même, intitulée « Un savant disparaît ». Cette fiction clôt l'ouvrage, mais tout par-delà en fait. Des scientifiques se lancent à la recherche d'un savant disparu et ils tentent de comprendre qui il était et ce qui l'a tué. C'est exactement la démarche de cet ouvrage qui tente de reconstituer la vie de Norbert Wiener. Mais cet ouvrage est plus qu'une histoire qui est racontée, c'est surtout une enquête sur l'avenir de l'humain dans un monde fait de machines, de robots et de cyborgs, à partir du parcours de Norbert Wiener. Du cabinet de Freud jusque dans les usines automatiques et au cauchemar d'Edgar Allan Poe, il s'agit moins pour Pierre Cassou-Noguès de rassembler des archives inédites sur la vie de l'inventeur de la cybernétique, mais plutôt de se demander, à partir des dilemmes de Norbert Wiener face à ces créatures, si l'humain survit dans un tel environnement ou s'il est éliminé et par qui, avec cette question cruciale, et si finalement on pouvait très bien se passer de l'humain. La cybernétique, vous nous donnez des bonnes idées de semaine, Géraldine. Rappelez-nous le titre de l'ouvrage. Le titre, c'est Les rêves cybernétiques de Norbert Wiener, donc de Pierre Cassou-Noguès aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Géraldine. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, ainsi que cette semaine consacrée à Bergman, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi, évidemment. Demain, j'aurai le grand plaisir de recevoir le philosophe Jean-Louis Chrétien, qui viendra vous parler de son dernier ouvrage, L'espace intérieur, publié aux éditions de Minuit. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins de la connaissance, où Marianne Chassor met en ligne quotidiennement les indications musicales, bibliographiques et cinématographiques concernant l'émission du jour. Et vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster pendant 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.
Vous écoutez France Culture, il est 10h50, c'est l'heure de retrouver sans plus attendre Martin Kénéen pour Grand Amphi.